Alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un superbe projet qui s'appelle le projet GRET et je vous remercie tous de m'avoir donné la parole pour vous faire part de ça. Alors le projet de GRET, c'est un projet qui est soutenu par Arcagis Gynéco et qui est une étude de cohorte qui aura pour but d'évaluer les caractéristiques cliniques des patientes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire en fonction de la présence ou non dans la tumeur d'une mutation BRCA ou d'anomalie génomique en dehors de BRCA. Alors, pour vous faire part de cette étude, on va commencer par discuter un petit peu du rationnel de l'étude, qui est que le cancer de l'ovaire, tout simplement, c'est une maladie grave. Ça touche environ 5000 patientes avec environ 3500 décès par an en France. Donc ça veut dire qu'une grosse partie des patientes finissent par décéder de leur cancer de l'ovaire. Et le problème, c'est que depuis 20 ans, et comme l'avait dit Anne, l'avènement du cisplatine, en fait, les thérapeutiques ont assez peu évolué et le pronostic reste globalement médiocre. Le cancer de l'ovaire reste une maladie grave. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que le cancer de l'ovaire, avec notamment l'avènement de la génomique, il a été mis en évidence les familles notamment de cancer du sein et de l'ovaire et des mutations BRCA2. Et dans les cancers épithéliaux séreux de haut grade de l'ovaire, effectivement, on a jusqu'à 20% des patientes qui sont mutées BRCA2 somatiques. Et ça, c'est très important parce que c'est véritablement la plus grosse révolution des dernières années, parce que cette mutation, c'est le talon d'Achille qu'on a trouvé pour le cancer de l'ovaire, et notamment qui permet la sensibilité aux inhibiteurs de PARP. Mais c'est encore plus intéressant, parce que si jusqu'à 20% des patientes ont une mutation constitutionnelle du gène BRCA, on a vu en étudiant ces différents, les données du TCGA, donc des études génomiques globales, qu'il y avait jusqu'à 50% des cancers de l'ovaire qui étaient mutés dans les voies de la recombinaison homologue. La recombinaison homologue, c'est une voie de réparation des cassures double brin de l'ADN dans lequel entrent en jeu notamment les gènes BRCA1, BRCA2, PALB2, mais toute une cascade d'autres gènes, comme RAD51 et autres, qui vont permettre la réparation de l'ADN. Et en fait, quand on étudie la génétique de la tumeur, on voit qu'il y a pas loin de 50% des tumeurs de l'ovaire qui seraient mutées dans la voie de la recombinaison homologue. Et alors, comment on peut se servir de cette voie de recombinaison homologue? C'est ce qui va être utilisé avec les inhibiteurs de PARP. Les PARP, c'est la poly-ADP ribose polymérase, et c'est une molécule, une protéine, qui va permettre de réparer les cassures simples brins de l'ADN par un mécanisme qu'on appelle d'excision de base. Quand on a un inhibiteur de PARP, en fait, la cassure simple brin va se transformer en une cassure double brin, à force de persister à cause des contraintes sur l'ADN. Dans les cellules normales, on a les systèmes de recombinaison homologue qui vont réparer l'ADN, schématiquement. Sauf que c'est là que nous, on intervient, parce que dans les cellules qui sont mutées BRCA, elles n'ont pas ce phénomène de recombinaison homologue, et donc elles ne vont pas réparer leur ADN, et c'est ce qui permet d'entraîner la mort cellulaire. Et c'est comme ça les résultats de l'étude, notamment Solo 1, où on a vu enfin des effets thérapeutiques franchement très intéressants dans le cancer de l'ovaire qui n'avaient pas été vus depuis des années. Et on s'est rendu compte que ces effets thérapeutiques, ils étaient vrais à la fois chez les patientes mutées BRCA, mais pas que. Et c'est là qu'on en revient aux données du TCGA, que ces voies de recombinaison homologue, elles sont mutées dans beaucoup plus de patientes que juste celles qui ont des défauts de BRCA 1 et 2. D'où l'intérêt de l'étude, qui est véritablement d'étudier les profils génomiques des patientes et leur évolution en fonction de BRCA 1 et 2, mais pas que. Alors, les objectifs secondaires, c'est aussi de pouvoir faire une cohorte en vraie vie des patientes incluses dans le projet, savoir à l'heure des antiparps comment sont traités les patients qui ont un cancer de l'ovaire.
essayer d'évaluer en France le circuit pour BRCA, participer au développement de futures thérapeutiques et constituer une banque d'échantillons. Ben oui, parce que pour étudier ces tumeurs et notamment leur génétique, ça consomme énormément de matériel et on va en revenir parce que c'est là que les chirurgiens ont vraiment un rôle pour le prélèvement et la mise en laboratoire. Donc le schéma d'étude, c'est une cohorte observationnelle nationale multicentrique. Le but, c'est 4500 patientes en 5 ans avec un suivi sur 10 ans. Et là, vraiment, on se rend compte que le cancer, on ne le traite plus chacun de notre côté. C'est vraiment une coopération. Coopération entre les centres, à la fois, et les plateformes de biologie moléculaire, avec vraiment une communication entre les différents acteurs. Donc, à la fois les chirurgiens pour les prélèvements, les anapathes pour l'étude, les diagnostics, les médecins des plateformes moléculaires pour les recherches de mutations, les oncologues médicaux pour le suivi et le traitement. Et tout le monde doit travailler ensemble et en collaboration étroite, parce que c'est comme ça qu'on arrive à fournir les meilleurs bénéfices à nos patientes. Les gènes étudiés, donc comme on l'a dit, il y a BRCA1, BRCA2, mais il y a tout un panel de gènes en fonction des différentes plateformes. Alors RAD51, d'autres gènes impliqués dans la recombinaison homologue, dont je vous fais grâce. En pratique, comment se passe l'étude? Les patientes sont recrutées lors de la première intervention, de la première consultation de chirurgie, où il leur est proposé l'entrée dans l'étude. Il faut savoir que c'est une étude observationnelle, donc il n'y a pas d'examen en plus. Le seul prérequis, c'est d'informer les patientes, de retenir leur consentement au minimum oral, et ensuite de récupérer suffisamment de matériel pour pouvoir faire les différentes analyses, à la fois anatomopathologiques, mais aussi moléculaires. Ensuite, on collige les différentes données cliniques de la patiente, ainsi que son évolution sur le futur, pour voir la manière dont elles sont traitées, l'impact de ces mutations et la réponse au traitement. Et alors GRET, comme je l'ai dit, c'était une étude qui est nationale, qui est bien implantée dans le sud-ouest. On voit qu'il y a de nombreux centres qui participent à cette belle aventure. Et c'est pour ça qu'on est très content de vous en faire part aujourd'hui. Merci. Merci Guillaume. Alors peut-être des questions que je n'aurais pas revues ou dont on ne m'aurait pas parlé. Ou... N'hésitez pas, les questions peuvent venir sur les topos précédents aussi, hein, on y répondra. Alors, une question quand même. Je ne peux pas opérer ma malade tout de suite, j'ai de quoi la traiter. Je fais une belle chirurgie d'intervalle, je peux te l'envoyer? Alors, le problème, c'est que ces analyses moléculaires, elles se font sur des tumeurs qui ne sont pas encore traitées. Parce qu'on sait que les traitements vont exercer une pression de sélection sur la tumeur et vont complètement fausser les analyses moléculaires si on les fait dans un deuxième temps. Donc, il faut le faire sur des blocs de tumeurs non traités. Alors, oui, sûrement en partie, c'est quelque chose qui peut s'entendre, mais je crois que le gros message qu'il faut apporter là, c'est qu'il faut du matériel au début, parce que si on a des femmes mutées en intervalle, on prend le risque qu'il n'y ait plus rien. C'est ça. Alors, eh bien, est-ce que tu pourrais nous faire juste un petit rappel sur Solo 1, ou est-ce que tu préfères ton joker oncologue médical? Alors, si tu veux en parler, Coriolano. Donc, Solo 1, c'était une étude qui comparait la maintenance d'olaparib versus placebo chez des patientes soit qui étaient mutées BRCA,
non, que chez les patientes mutées BRCA. Et on voit qu'il y a véritablement un effet majeur, puisque à 36 mois, la PFS était d'environ 14 mois chez les patientes qui avaient le placebo, contre une PFS qui n'était pas atteinte chez les patientes qui avaient l'olaparib. Donc vraiment un intérêt majeur. Disons que c'est des PFS qu'on n'obtient pas sur les essais habituels, où on est plutôt sur des PFS de l'ordre de 15 à 20 mois, quoi. Et pourtant, comme l'a dit Virginie, on s'adresse à des patientes sensibles au sel de platine. Donc voilà, c'est pas aussi simple que ça n'y paraît non plus là. L'autre chose est que dans cette étude, les patientes étaient toutes mutées et elles étaient mutées constitutionnelles. Et là, je pense que c'est important qu'on rappelle qu'il n'y a pas de différence en termes de pronostic entre les mutations constitutionnelles et les mutations tumorales. Hein. Donc ça, c'est aussi une réflexion importante, parce que ça ne change pas trop le profil de la cancérogenèse. Alors, une autre question qui arrive. Est-ce qu'un bénéfice a été identifié aux inhibiteurs de PARP chez les patientes non mutées? Alors, il y a un bénéfice qui a été identifié chez les patientes BRCA non mutées des inhibiteurs de PARP. Il y a quand même des choses à dire, c'est que ce bénéfice semble moins important que chez les patientes qui qui ont la mutation BRCA, pardon. Maintenant, plusieurs questions se posent quand même sur ce bénéfice. C'est, comme on l'a dit sur les données du TCGA, on ne sait pas tout des voies de la recombinaison homologue. Donc on ne sait pas si dans le groupe dit des patients non mutés BRCA, il n'y a pas des patientes qui ont quand même des mutations de la voie de la recombinaison homologue sur d'autres protéines ou d'autres voies que BRCA. Et ensuite, peut-être que les inhibiteurs de PARP ont une autre activité en dehors des mutations BRCA. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir passer à une dernière question. Là, ça va rejoindre ton projet. Existe-t-il des mutations constitutionnelles de BRCA dans les cancers de bas grade? Alors, a priori, les cancers de bas grade sont plutôt associés à d'autres voies mutationnelles que BRCA. Après, on peut en trouver de temps en temps, mais c'est plus rare. C'est ça exactement, mais ça n'est pas une... Au début, on pensait qu'on n'en trouverait pas. La question, c'est on en trouve, mais peut-être que du coup, on ne sait pas très bien l'implication de la mutation dans la voie de la cancérogénèse vraiment. Et ça rejoint un peu ce qu'on avait aussi discuté entre les voies de l'hormonodépendance et les voies de la division et de la réparation cellulaire. Merci beaucoup Guillaume.